Ah, super, ça marche. Voilà. Bah, je vous propose qu'on commence comme il est 9h06 et puis moi j'ai un impératif après, donc plus tard jusqu'à 30. Voilà, ça nous laisse 25 minutes. Parfait. Bah, en tout cas, je voulais remercier les apprentis d'Auteuil et Adriane pour nous présenter leur action et partager ça avec les acteurs de la Loire. Bah, voilà. Et bah, pour ceux qui ne sont pas présents, bah, au moins ça sera enregistré, donc ils pourront y retourner regarder cette présentation. Merci à tous. Est-ce qu'on peut faire juste un petit tour de présentation, c'est possible? Tout à fait, oui. Donc Marion Bruer, chargée de mission pour Mobile Auvergne-Rhône-Alpes. Et je passe la parole à Pierre. Donc Pierre Mousty, je travaille sur Mobine pour l'étude d'action qu'on est en train de mener pour mettre en place une plateforme de mobilité sur le département de la Loire. Claude Canariato, je suis le président d'Edoto 42, un opérateur mobilité sur le territoire de la Loire, mais qui n'a pas encore d'auto-école sociale. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour Afid Kassi, je suis référent parcours sur le dispositif Loire. Je suis positionné à Rive-de-Gier. Et donc Adriane Boyadjian, responsable de l'auto-école Mob & Co sur Villeurbanne, que je vais vous présenter tout de suite. Donc très rapidement, l'auto-école Mob & Co fait partie de la Fondation des apprentis d'Auteuil, dont vous voyez la présentation ici avec quelques chiffres clés, voilà, que vous connaissez peut-être au niveau de la fondation et de ses missions principales et très anciennes au niveau de la protection de l'enfance, de l'éducation et de la scolarité, et puis plus récemment de formation professionnelle et d'accompagnement vers une insertion sociale et professionnelle pérenne. Puisque effectivement sur la partie auto-école, on est vraiment sur l'accompagnement d'un public qui est en insertion et qui a besoin d'un permis de conduire pour s'insérer durablement professionnellement ou pour augmenter son employabilité. Donc, au niveau de Mob & Go, voilà un petit peu la façon dont on fonctionne. Donc, aujourd'hui, l'équipe est composée de 3 formateurs moniteurs dédiés à temps plein sur l'activité. Au niveau de la flotte de véhicules, on est sur 2 véhicules automatiques et 2 véhicules boîte manuelle. Ce qui nous permet de pouvoir jongler entre les différents parcours, s'adapter aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer, puisque la boîte automatique aujourd'hui représente des temps de parcours à peu près 30% plus bas qu'un temps de parcours en boîte manuelle. Ça nous permet de nous adapter aussi à des personnes qui auraient des handicaps légers compatibles avec une conduite sur boîte automatique sans forcément aménager entièrement un véhicule. Et voici les différentes étapes de parcours. Donc, bien évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je pourrais y répondre. Donc, au niveau du parcours Mob & Go, donc il y a 5 étapes clés pour les participants. On démarre par une prescription, c'est-à-dire qu'il y a un premier filtre qui se fait au niveau des orientations par des référents sociaux professionnels. Donc, la personne est forcément déjà inscrite dans un parcours d'insertion. Et une fois que le dossier de candidature a été reçu et que le référent a fait ce premier barrage au niveau de validation des prérequis, on propose aux personnes de participer à une session d'évaluation. Pour vous donner une petite idée, on reçoit entre 250 et 300 dossiers de candidature par an. Donc voilà, ça fait partie des activités qui n'ont aucun problème de sourcing puisque le permis est toujours, reste un examen très important et très apprécié. Donc voilà, à peu près 250-300 candidatures par an pour une centaine de places. Nous, aujourd'hui, on s'engage, du point de vue de nos financeurs en tout cas, à intégrer 100 nouvelles personnes par an. Donc cette évaluation, elle consiste en 3 phases. Donc un test théorique pour valider essentiellement le niveau en français,
Est-ce que les prérequis par rapport aux exigences de l'examen théorique du code, bon, c'est de plus en plus compliqué, va pouvoir être atteint. Un test pratique, donc en voiture directement, avec un moniteur. Alors, c'est souvent le moment de stress pour les candidats, puisque bien souvent, ils n'ont jamais conduit, pour la plupart en tout cas. Et donc, ces 2 tests servent à nous donner une évaluation, une fourchette en tout cas d'heures, de temps de préparation avant inscription aux examens, sachant qu'on a des maximums de volume de formation. Et si on les dépasse, à ce moment-là, la candidature sera refusée ou en tout cas différée dans le temps. On peut toujours proposer des préconisations, c'est ce qu'on fait systématiquement pour la personne et pour le référent, pour leur donner des pistes pour la suite et envisager soit une nouvelle candidature chez nous, soit un parcours dans une auto-école autre. Et puis la troisième phase d'évaluation, ce sera un entretien individuel où là, c'est l'occasion pour nous d'échanger avec le candidat, la candidate, pouvoir connaître son projet professionnel et du coup valider la pertinence d'un passage de permis en fonction du projet professionnel. Ça fait partie des choses qu'on va regarder de très près, puisqu'on reste une structure d'insertion avant tout. Si l'évaluation est positive, on a à peu près, en termes de retour, 65 à 70% d'évaluation positive sur les personnes qu'on recevra dans l'année. Donc, si l'évaluation est positive, la personne rentre en formation et elle démarre par 60 heures de formation théorique en groupe avec un formateur référent. Cette phase théorique, elle sert à asseoir toutes les bases du code, à pouvoir décortiquer un petit peu l'ensemble des thèmes du code et pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Nous, on leur dit toujours, oui, on vous prépare à un examen, mais on vous prépare surtout à être des citoyens de la route responsables. Donc, on ne va pas se contenter d'apprendre le code, on va essayer d'aller un petit peu au-delà, de prendre un peu de hauteur et d'avoir une vision plus globale de ce que c'est être un citoyen de la route. Un formateur référent donc va être en charge de ce groupe-là, les accompagner vraiment jusqu'au bout. Ça permet d'avoir vraiment un point d'ancrage et puis une personne ressource pour répondre à toutes les questions. Un contrat de formation va être signé avec vraiment les engagements des stagiaires et puis de notre part à nous, avec une durée à ne pas dépasser pour les passages d'examen, ce qui permet d'avoir un projet commun à moyen terme, puisqu'on leur laisse 6 mois pour passer le code et 6 mois pour passer la conduite. Donc, si le code n'a pas été validé dans les 6 mois, la formation pratique ne se déclenche pas. Voilà, ça permet aussi de les maintenir un petit peu en éveil et puis voilà, d'avoir des parcours qui restent modérément longs. Cette phase théorique, on en propose 7 à 8 par an pour pouvoir atteindre nos 100 entrées. Voilà, ce qui fait qu'on a un système d'entrée-sortie permanente, mais par groupe. Donc, une fois ces 60 heures terminées, on va passer dans une seconde phase autonome qui va servir à confirmer, appuyer tout l'apprentissage qui aura été vu pendant les 60 heures. Donc là, on va vraiment on leur laisse une salle à dispo. Ils viennent quand ils veulent, quand ils peuvent. On n'est plus sur un planning imposé. Il y a toujours un formateur qui sera présent en salle pour répondre aux questions. Et l'objectif, c'est de s'entraîner, de faire des examens blancs, de faire des petits cours de renforcement, de les mettre volontairement en situation un peu de stress comme à l'examen, vérifier s'il y a des pointes de stress pendant les examens blancs pour qu'on puisse travailler tout ça ensemble. Et puis, bien sûr, révision en ligne. Ça, c'est un incontournable. Et puis, surtout, depuis le Covid, voilà, on a continué à les former à distance. Donc, voilà, ils ont tous ces outils-là pour pouvoir confirmer leur progression et atteindre le niveau de l'examen. Et on s'engage à les présenter, bien sûr, à l'examen une fois que le niveau a été atteint. Une fois l'examen validé, on va passer donc sur la phase pratique avec un formateur référent sur une base de 4 heures de conduite par semaine et un suivi de la progression tout au long. L'idée, c'est vraiment de valider chaque étape de conduite de la manière la plus claire possible, quitte à arrêter un parcours si on sent que les étapes ne sont pas validées.
et de pouvoir trouver des astuces, des fonctionnements pour les amener vers la réussite. On sait qu'un des plus gros facteurs d'échec le jour du permis, c'est le stress. Donc, on essaye de les accompagner aussi sur cette thématique avec des ateliers préparation aux examens qui sont animés par une sophrologue. Et quand le formateur repère en leçon de conduite un stress qui va être bloquant, paralysant, on fait appel à cette sophrologue pour qu'elle puisse, par des techniques de sophrologie, les faire aborder l'examen de manière plus sereine. Et on repère des résultats qui sont quand même très encourageants. Est-ce qu'il y a des questions sur ces phases? Est-ce que j'enchaîne? Oui, il y avait une question de Claude. Est-ce que les tests se font sur simulateur ou en réel? Alors, tout est fait en réel. Pour l'instant, on a fait le choix de ne pas utiliser de simulateur. Je ne vous cache pas que ça fait partie des projets, pour des raisons économiques, bien sûr, mais pas que. Ça fait partie aussi des directives qui ont été amenées par l'État. Voilà, ça fait partie des 10 points à développer. Donc voilà, c'est en réflexion. Pour l'instant, on n'est pas convaincu à 100%, donc on garde les formateurs en physique. Très bien. Moi, j'avais aussi quelques questions. Les 60 heures pour les 60 heures de formation, c'est par rapport aux auto-écoles classiques, c'est plus, c'est moins, c'est égal? Alors, aujourd'hui, il y a très peu d'auto-écoles classiques qui proposent une formation code. Ça se fait de moins en moins, de par la dématérialisation dans un premier temps. Et puis je dis dans un premier temps, mais c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de plateformes code en ligne. Donc, les personnes voient de moins en moins l'intérêt de se déplacer. Et pour les auto-écoles, évidemment, c'est un coût énorme en moins de ne pas avoir un formateur en salle. Donc, c'est un format, j'ai envie de dire, qui n'existe pas vraiment. En tout cas, 60 heures, à part dans le secteur social, les auto-écoles du secteur marchand ne proposent pas ce type de formation. D'accord. Après, je commence à être vieux, mais moi j'avais du coup passé mon code comme ça, mais je me souviens pas, incapable de me souvenir ou de calculer le nombre d'heures que j'avais passé pour préparer le code en salle. Et c'était ça. Bon, Ouais. bref, peu importe. Alors, ce qui se faisait beaucoup, c'était le code en accéléré, c'était 3 jours pleins. Ok, donc ça veut dire qu'en Je sais pas gros, si ouais, donc ça fait 24. on va dire une vingtaine d'heures. Ok, d'accord. Voilà. Oui, donc c'est bien plus. Oui. On peut estimer que c'est 3 fois plus que. Ok, C'est ça. ça marche. Pardon. Si les bénéficiaires sont prêts avant, qu'est-ce qui se passe? Alors, les 60 heures, c'est un bloc obligatoire. Donc, même s'ils ont le niveau, on va vraiment au bout de la formation des 60 heures. S'ils veulent passer juste après et qu'ils ont le niveau, pas de souci. Mais c'est vrai que pendant les 60 heures, on ne fait pas forcément d'entraînement comme à l'examen, ou très peu. On va vraiment faire un petit cours validation des acquis, un cours validation des acquis. On essaye de les mettre en situation réelle. Donc, il y a forcément un atelier mécanique, changement de roue. On va sortir dans la rue, aller regarder les panneaux, étudier des situations. On les fait beaucoup pratiquer. Pas mal d'exercices qui sont en groupe ou en individuel. Pas mal de recherches aussi perso. Donc, c'est vrai que pendant toutes ces 60 heures-là, on ne va pas forcément les tester sur le code. C'est plus dans la phase autonome où là, on va leur mettre des séries type examen et voir le niveau. Et ces 60 heures, là, c'est sur quelle période? Donc, j'ai bien noté qu'il y avait 6 mois maximum, mais... Voilà. Alors, on essaye de varier les sessions, donc c'est sur 2, 3 ou 4 semaines. D'accord. Donc voilà, soit on est sur de l'intensif, on essaye d'en faire 1 à 2 par an parce que c'est un format qui plaît bien, notamment pour les personnes qui travaillent sur du temps partiel ou des choses comme ça, de pouvoir se mobiliser 10 journées de 6 heures. Bon, après, il faut suivre, hein. C'est pas tout le monde non plus qu'on peut intégrer sur ces sessions-là parce que ça demande quand même une bonne dose de concentration. Mais voilà, on essaye de faire au moins une à 2 fois par an de l'intensif. Et sinon, on est sur 3-4 semaines, donc on va être entre 15 et 20 heures
de formation hebdo. Très bien. Merci. Et la durée moyenne des heures de conduite, c'est quoi à peu près? Alors chez nous, on est à 40. Ok. Si je prends les chiffres 2020, on était à 40. C'est-à-dire qu'on est très légèrement au-dessus de la moyenne du Rhône, qui était autour de 38 l'année dernière. Voilà, ce qui est plutôt un chiffre très encourageant pour nous, parce qu'on forcément, on reçoit un public qui est plus en difficulté. Donc voilà, on est à peu près sur la moyenne régionale. Ça marche. Merci. Ce que j'ai pas forcément précisé non plus, c'est la typologie de public. Mais je sais plus si je l'ai là. Je crois que oui. Hop. Donc voilà un peu les chiffres des évaluations. Donc ça, c'est les chiffres 2021. Donc 246 candidatures reçues, 141 personnes invitées à participer à une évaluation, 119 présentes, 65% d'évaluations positives. Donc on a encore du chemin à faire sur les évaluations positives, même si voilà, ça ne cesse d'augmenter de quelques pourcentages chaque année. Aussi parce que régulièrement, il y a des nouvelles structures qui nous contactent. Donc à chaque fois, c'est voilà, pouvoir réexpliquer ce qu'on fait, comment on fonctionne, éviter les candidatures infructueuses, déjà pour les candidats pour pas leur faire perdre de temps, et puis pour les prescripteurs pour pouvoir tout de suite trouver d'autres solutions qui soient peut-être plus adaptées pour les personnes. Et vous voyez donc du coup à droite les motifs défavorables. Donc volume théorique, c'est-à-dire que la personne a été évaluée à plus de 110 heures de formation. Ça dépasse notre cadre, on sait qu'on est trop loin. Bien souvent, c'est soit pour des problèmes de gestion de la langue française, donc là, on peut proposer des petits cours de français, se remettre un peu à niveau avant de pouvoir reproposer une candidature. On a un niveau d'entrée qui est autour de B1 ou un très bon A2. Mais en dessous, c'est trop faible, on n'atteint pas les attentes, les exigences du niveau de l'examen. Volume pratique, on a un maximum qui est à 70 heures. Et c'est assez régulier que les formateurs évaluent des personnes à plus de 70 heures de conduite. Le projet professionnel, donc c'est si il n'est pas suffisamment construit ou pas suffisamment en lien avec l'utilisation d'un véhicule. Et puis voilà, réorientation auto-école classique pour des personnes qui ne présentent pas de difficultés d'apprentissage et pour qui la seule motivation de venir chez nous est financière. Et là, on explique bien aux référents aussi que c'est voilà, on n'est pas une auto-école à bas coût. Notre plus-value, elle est vraiment dans la pédagogie adaptée. Il existe des aides financières par ailleurs pour le permis, même si elles ne sont pas forcément évidentes à trouver et à obtenir. Mais en tout cas, voilà, nous, notre cœur de métier, ça reste la pédagogie et la formation. Est-ce que c'est OK pour ça? Alors, je continue. Alors, au niveau donc répartition homme-femme, voilà, on est toujours chaque année autour de 50-50. Répartition par âge, on a un cœur de cible qui est quand même autour des 18-30 ans, mais on n'a pas de limite d'âge. Donc ça, c'est intéressant aussi pour nous. Ça nous permet d'intégrer des profils relativement différents. Et quand on démarre une session par groupe, ça permet aussi un équilibre assez naturel entre les plus jeunes et les moins jeunes, et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, on ne retrouve pas les mouvements de groupe un peu compliqués quand il n'y a que des jeunes, parce que voilà, il y en a qui vont venir naturellement tempérer. Et ça, pour nous, c'est un vrai avantage. Ça se passe quasiment tout le temps, et j'ai presque même envie de dire tout le temps, très bien, en termes de cohésion de groupe, de par cet équilibre aussi. Ici, on a donc la répartition des statuts des participants à l'entrée. Donc aujourd'hui, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a un équilibre assez naturel qui se fait du fait qu'on ait plein de structures prescriptrices différentes.
Par contre, on a aussi des points de vigilance, nous, à avoir en fonction des personnes qui financent l'action. Les financeurs ont forcément chacun leur domaine, chacun leur sensibilité, chacun leur demande. Mais en tout cas, on voit ici qu'on a un panel assez large avec alors les bénéficiaires du RSA qui sont bien souvent les plus représentés. Les jeunes, du coup, parce qu'on a une grosse prescription mission locale, c'est nos prescripteurs numéro 1. On a à peu près 25% des candidatures qui proviennent des missions locales. Donc ça, c'est des liens qui fonctionnent bien. Voilà, parce que le produit permis et parce que l'accompagnement de près par les référents missions locales de la région. Des personnes en situation de handicap aussi, 10% pour 2021. Voilà. Pôle emploi, c'est le prescripteur numéro 2 après les missions locales. Et puis toutes les structures, toutes les SIAE, où souvent on a des parcours là aussi qui fonctionnent très bien parce qu'il y a un vrai projet derrière d'embauche ou pérennisation d'un emploi par l'obtention du permis. Donc c'est souvent des personnes qui sont déjà dans une forte dynamique d'insertion, voilà, c'est vraiment le dernier kilomètre avant l'emploi, et c'est des parcours souvent qui marchent. Donc ici, quelques chiffres clés. Donc les durées de parcours avec les temps de préparation, les réussites, examen théorique, examen pratique. Le temps de conduite, évidemment. Sachant que voilà, la particularité aussi chez nous, c'est que les formateurs ne sont pas toute la journée en conduite, loin de là, puisqu'il y a toute la partie théorique à gérer, l'animation de la salle de code en autonomie, le suivi des candidats et toute l'ingénierie pédagogique. Aujourd'hui, les formateurs sont complètement autonomes sur la création de leurs propres outils, ce qui fait qu'ils s'en saisissent très bien, d'une part, qu'ils savent les expliquer, et ça nous permet aussi de les adapter en fonction des évolutions de la société ou de ce qu'on repère dans les profils de nos apprenants. Ça permet du partage aussi en équipe. Mais en tout cas, voilà, on est complètement autonome sur la partie création pédagogique. Ça, c'est un gros plus. Je vois qu'il y a 100 heures en moyenne de préparation, de formation là, pour le code. Tout à fait. Donc, il y a les 60 heures qui sont prévues avec nous. Et ensuite, en moyenne, une quarantaine. Alors, on a essayé de le chiffrer. On n'est peut-être pas très pointu là-dessus parce qu'il y a tout le temps un peu invisible de révision en autonomie, je suis chez moi, je lis mon livre. Mais en tout cas, voilà, on estime à peu près à 40 heures le temps de travail perso à l'issue des 60 heures. D'accord. Est-ce que c'est OK pour ça? Alors, bon, l'enquête post-permis, ça rentre pas forcément exactement dans le cadre auto-école, mais voilà, pour nous, c'est quand même intéressant de le faire. C'est un exercice qu'on aime bien faire chaque année, où on rappelle en fait toutes les personnes qui ont eu leur permis pour essayer de sonder un petit peu ce qu'il advient de ce permis. Est-ce que les personnes conduisent? Est-ce qu'elles ont acheté une voiture? Est-ce qu'elles conduisent régulièrement dans le cadre du travail ou pas? Ou vie perso? Et puis surtout au niveau de l'insertion, est-ce que vraiment ça a permis d'amener un mieux? Bon, ça, c'est surtout ça qui nous intéresse. Voilà, globalement, on est à peu près sur ces chiffres-là. C'était à peu près le même parallèle en 2019. Alors, je parle pas de 2020 parce que voilà, on sait pourquoi. En tout cas, les chiffres sont pas forcément représentatifs d'une année normale. Donc voilà les chiffres qu'on a pu sortir de ces enquêtes post-permis sur 16 témoignages collectés. Et pour terminer, donc les coûts de parcours. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais le reste à charge participant, qui représente donc 15% du financement total de l'action. Pour la partie code,
on est sur un reste à charge à 220 € pour les participants. Donc, ça comprend les 60 heures de cours de code, les codes en ligne individuels qu'on leur donne pour des révisions sur leur espace, le livre de code, les outils qu'on peut leur donner, l'accès ensuite à la salle de code en autonomie. Voilà, donc 220 €. L'examen du code est à 30 €. Bon, ça, c'est fixé au niveau national et encadré, donc ça ne bouge pas. Et l'heure de conduite est à 15 €, de la première jusqu'à la dernière, mais pas de forfait dégressif. Et quel que soit le statut de la personne, l'heure est fixée au même montant pour chacun et chacune, avec la possibilité aussi, bien sûr, de faire appel à des aides financières extérieures pour les participants. On a à peu près 15 à 20% de nos participants qui se font aider financièrement par d'autres structures, Pôle emploi, les missions locales, la GFIP pour les personnes en situation de handicap, et puis ça peut être la CAF, voilà, il y a plein d'aides différentes. Et puis plus récemment, la possibilité aussi de mobiliser leur CPF du fait qu'on ait obtenu la labellisation Calliope. Donc ça, c'est un gros plus pour eux aussi. On est très content de pouvoir le mettre en place, surtout qu'il y a de plus en plus d'auto-écoles qui proposent la mobilisation du CPF. Il y a un gros financement des apprentis d'Auteuil aussi. Oui, aujourd'hui, on retombe pas à zéro avec les financements, hein. Ça couvre bien sûr une grosse partie, mais on a aussi de l'autofinancement. D'accord. Donc, si je calcule bien, en gros, pour un bénéficiaire, un parcours moyen, ça va lui coûter à peu près 800 € en dehors des aides qu'il peut obtenir, quoi. Exactement. Et vous, le coût moyen d'un accompagnement d'un bénéficiaire, du coup, sur un an, ça représente combien à peu près? Ça représente à peu près, sur une moyenne, on va être autour de entre 2000 et 2005. Ok. Avec effectivement la particularité, contrairement aux autres auto-écoles, la particularité dans notre fonctionnement et dans notre dispositif, c'est qu'on a des personnes qui abandonnent la formation au bout de 3 semaines. Ouais. Et d'autres qui vont bénéficier d'un avenant au contrat parce que 1 an, en fait, c'est pas suffisant, il y aura eu des interruptions de parcours. Donc, c'est vrai qu'on a une grosse souplesse par rapport à ça, même s'il y a le cadre, enfin, le contrat qui est là pour nous rappeler le cadre aussi. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même forcément des écarts assez conséquents. Donc, avec une moyenne de parcours autour de 8 mois et demi, donc on s'y retrouve à peu près. Très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Juste un petit point de détail, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'intérimaires également qui étaient concernés par la formation au permis. Ça passe par quel canal? Le FAST-TT Non. On a mis en place du FAST-TT. C'est un projet qu'on met de côté pour l'instant, qu'on reverra peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, voilà, qui est mis entre parenthèses. Parce qu'on n'est pas suffisamment équipé en termes d'effectifs. C'est des parcours qui prennent énormément de temps à accompagner. Par contre, on a quand même des personnes qui ont ce statut intérimaire et qui cumulent avec un autre statut demandeur d'emploi ou voilà. C'est souvent des statuts combinés avec autre chose, puisqu'il y a forcément une dynamique d'emploi qui est observée en même temps. Ok. Oui, au niveau des lieux, j'ai peut-être loupé une partie. Vous intervenez sur le département, vous avez des sessions un peu réparties sur le territoire? Alors, l'ensemble des formations théoriques ont lieu dans nos locaux à Villeurbanne. Et une fois par an, on se déplace sur la ville de Rieux-la-Pape, avec qui on a un partenariat, pour pouvoir proposer une session directement à des personnes de Rieux et dans la ville. Mais c'est le seul cas où on se déplace. Donc rien sur le département de la Loire? Non. Ah, d'accord. Okay.
Pas pour l'instant, en tout cas. On ferme pas la porte à la loi. Donc, le plan local d'insertion de Saint-Étienne nous a donc orienté sur cette information-là. Donc, on pensait qu'il y aurait des possibilités sur notre secteur géographique de proximité. Alors, pour de l'intervention, Ben oui. Vous dites que c'est en réel, donc ça veut dire que vous recevez des groupes dans des locaux pour cette action-là, Oui. j'imagine. Oui, exactement. Donc quelqu'un qui habite Saint-Étienne ne peut pas Nous, aller sur non, Lyon. nous, on couvre l'ensemble de la métropole, du coup, mais on va pas plus loin. Alors, Edoto porte quand même un projet de création d'une auto-école sociale sur la Loire. Oui, c'est pas encore fait, mais c'est toujours une question de financement quand même pour arriver à monter quelque chose qui tienne la route. Mais c'est dans les tuyaux, c'est même bien avancé. Et du coup, le rayon d'action de l'auto-école sociale, ça reste sur le territoire ou ça arrive à rayonner un peu au-delà de l'agglo? C'est toute la métropole. Ok. Avec une forte prescription quand même, bien sûr, des communes avoisinantes, de Lyon, de Villeurbanne, Vaux-en-Velin. Mais voilà, quelques prescriptions aussi un peu plus pour des personnes plus éloignées. Voilà, tant que les personnes sont prêtes à faire le déplacement, pour nous, il n'y a pas de souci. On met toujours un petit point d'alerte parce qu'on sait que entre celui qui met 5 minutes à pied et celui qui met 1 heure en train, voilà, il y aura peut-être des écarts qui vont se faire sentir sur le long terme. Mais voilà, il y a cette possibilité, en tout cas pour nous, sans problème. Très bien. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Non, moi ça va, c'est parfait. C'est limpide. Bon, super. C'était tout à fait l'objectif de ce petit webinaire, donc c'était chouette. Déjà, merci beaucoup. Je le répète, mais c'est vraiment bien de pouvoir faire des petits échanges comme ça et de pouvoir échanger sur quelque chose de concret, d'avoir des réponses simples sur l'opérationnel, parce que je pense que c'est surtout ça en fait qui, en général, on comprend bien le principe général, mais en détail, on voit pas forcément comment ça peut fonctionner. Donc là, au moins, on a eu des éclaircissements là-dessus. Donc merci beaucoup à Adriane et aux apprentis d'Auteuil pour avoir pris ce temps-là. Le webinaire vous sera renvoyé directement. Du coup, on est venu bien à l'avance avec Marion, donc vous pouvez sauter les 15 premières minutes facilement. Mais surtout, en fait, on va le recouper derrière, on le mettra sur YouTube. Donc, si vous voulez pas vous embêter à regarder où est-ce qu'il y a le début, attendez un peu et puis dès la semaine prochaine, on mettra le lien sur le drive, sur l'espace collaboratif. Et du coup, là, vous aurez tout coupé comme il faut et il n'y aura pas besoin de savoir où est-ce qu'il faut commencer. Voilà. Mais écoutez, merci infiniment à tous les trois. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne fin de semaine. Merci. Merci Pierre. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.